Ok. Bonjour à vous, bienvenue aujourd'hui pour cette séance du cycle de conférences sur les nouveaux métiers de l'avocat, où nous allons avoir le plaisir de discuter aujourd'hui de l'avocat arbitre. Et pour cela, nous avons trois invités de marque qui nous ont rejoints, que je présenterai par ordre alphabétique. Nous avons d'abord le professeur Georges Albert Dalle, qui est donc docteur en droit de l'ULB et titulaire d'une licence spéciale en droit économique, lorsque les cours de droit se donnaient encore dans un bâtiment un peu correct. Il est professeur émérite de l'UCL, où il a enseigné le droit financier et la déontologie. Et il est également avocat au barreau de Bruxelles, associé au sein du cabinet Dalle et Veldekens. Il est arbitre, régulièrement désigné par la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale à Paris et par le CEPANI à Bruxelles, ancien bâtonnier, past président du Conseil des barreaux européens, éditeur en chef du journal des tribunaux. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages portant sur la déontologie, le droit commercial, le droit financier, le droit bancaire et bien entendu le droit de l'arbitrage, où on lui doit tout particulièrement Bible belge du droit de l'arbitrage, coécrite avec Guy Keutgen en 2 gros volumes, L'arbitrage en droit belge et international, préfacé d'ailleurs, le 2e tome, par Emmanuel Gaillard, qui est notre 2e invité, qui est docteur en droit de Paris 2 Panthéon-Assas, agrégé de droit privé. Après avoir enseigné longtemps à l'Université de Paris 12, il est aujourd'hui professeur de droit à l'École de droit de Sciences Po Paris et professeur invité à Yale Law School. Il a également enseigné dans de nombreuses institutions universitaires étrangères prestigieuses, pour n'en citer quelques-unes, Harvard Law School, Yale Law School, l'Université de Genève. Il est directeur des programmes du site parisien de New York University School of Law et cofondateur et ancien président de l'International Academy for Arbitration Law. Il est par ailleurs, lui également, praticien. Il est avocat au barreau de Paris, associé au sein du cabinet Schiman & Sterling, dont il dirige le département consacré à l'arbitrage international. Il pratique l'arbitrage commercial et d'investissement, principalement international, tant en tant qu'arbitre qu'en tant que conseil des parties. Il est intervenu dans plus de 300 procédures d'arbitrage international et représente, pour ne citer qu'une affaire récente et particulièrement importante, le groupe pétrolier Yukos dans l'affaire qui l'oppose à la Fédération de Russie. Il est par ailleurs le seul juriste, on a parlé un peu des classements à d'autres occasions, il est le seul juriste mentionné par le journal Vanity Fair dans son classement des 50 personnes les plus influentes de France. Pour vous donner une idée, en 2013, il estimait, disait-il à un journal, les sommes en jeu dans l'ensemble des affaires où il intervenait, près de 128 milliards d'euros. Voilà. Il a publié de très nombreux ouvrages et articles relatifs au droit de l'arbitrage, parmi lesquels notamment la jurisprudence du CIRDI, en 2 volumes, un traité de l'arbitrage commercial international, et tout particulièrement un ouvrage que je vous montre qui est ici, qui s'appelle « Aspect philosophique du droit de l'arbitrage international », publié chez Martinus Neyhoff en 2008, sur la base du cours qu'il a donné à l'Académie de droit international de l'A.E. Enfin, nous accueillons également Jean-Baptiste Racine, qui est docteur en droit de l'Université de Nice et agrégé également de droit privé. Il est professeur à l'Université de Nice-Sophia Antipolis, dont il dirigeait jusque récemment le Centre de recherche en droit économique. Il est également avocat, ou il était avocat, puisqu'il a arrêté sa pratique privée, avocat chez Martin Vincent et Associés, où il s'occupait spécialement de droit international des affaires, et il a participé à plusieurs nombreuses procédures arbitrales. Il a publié également de nombreux articles et ouvrages, parmi lesquels je cite notamment L'arbitrage commercial international et l'ordre public chez LGDJ en 1999 et Droit du commerce international chez Dalloz. Donc, 3 invités d'envergure pour nous parler de l'avocat arbitre. Et je vais immédiatement vous adresser une première question, en donnant d'abord la parole au professeur Dalle. Quelles sont, au fond, les spécificités du travail de l'avocat lorsqu'il est amené à assumer la fonction d'arbitre international ou même peut-être aussi la fonction de conseil?
Merci. Nous allons donc commencer par le régional de l'étape en mode mineur entre mes deux acolytes, si je puis m'exprimer ici dans cette maison. Bon, les spécificités. Je crois qu'il faut peut-être remonter un tout petit peu, très brièvement, au-delà. Parce que nous plongeons tout de suite dans l'arbitrage international et les avocats. Y a-t-il un lien? Je crois qu'il faut d'abord poser la question, parce qu'après tout, un arbitre n'est pas nécessairement un avocat. Donc, premier débat. Deuxièmement, il n'est pas nécessairement, si on remonte encore plus haut, il n'est pas nécessairement un juriste. Et ça, c'est toute la question de savoir si les arbitres doivent plutôt être des juristes ou plutôt des techniciens. C'est un autre débat que l'on peut peut-être entreprendre. Avec une particularité. La loi suisse, par exemple, prévoit qu'on ne peut pas exclure les juristes de la constitution d'un tribunal arbitral. Enfin, disons que tout naturellement, dans arbitre, il y a fonction de juger. Et dans fonction de juger, il y a procédure et il y a donc travail de droit. Et même si les problèmes techniques sont à l'ordre du jour, il vaut mieux que les arbitres comprennent ce dont il s'agit, mais c'est quand même fondamentalement des problèmes juridiques et parfois complexes qu'il faut résoudre. Alors, les spécificités, je crois qu'elles sont liées, personnellement, j'en suis convaincu, et je pense que mes deux voisins, enfin, on verra ce qu'ils diront, mais sont liées à une pratique. Et pourquoi dit-on avocat et pourquoi dans un très grand nombre de cas ce sont des avocats ou alors des gens qui l'ont été, qui sont professeurs à l'université, mais enfin qui ne sont pas loin de l'exercice de la profession, éventuellement juriste, dans certains cas, ce qui est beaucoup plus rare. Mais je crois que c'est parce qu'il y a une pratique de la procédure et qu'il n'y a rien à faire lorsqu'on a terminé ses études de droit de la façon la plus brillante qui soit. Il y a un test pratique et pragmatique qui est la procédure devant un juge. Parce que tout ce que vous avez appris à l'université, aussi savant que ce soit, vous allez vous trouver devant un juge de paix et le tout est de le convaincre. Bon, donc au début, on part de l'arbitrage tout court. N'oublions pas tout de même, on va parler d'arbitrage international, que vous avez des tas d'arbitrages nationaux. Et c'est souvent un passage. Alors, la spécificité du travail, comment dire, c'est la spécificité de la fonction de juger. C'est-à-dire, fondamentalement, sur la base d'un choix qui est fait, parce qu'on vous fait l'honneur de vous choisir, vous êtes amené à trancher un litige, qui est quand même un pouvoir, qui est un pouvoir contractuel que l'on vous donne. Enfin, ça, c'est toute l'analyse du contrat d'arbitre, etc. Mais cette spécificité est devenue très grande dans l'arbitrage international parce qu'au fil du temps et de la pratique, l'arbitrage international a créé, comme le commerce international crée ses règles, ses usages, l'arbitrage international a créé ses règles spécifiques. Et donc, vous avez une spécificité que vous trouvez aussi bien dans le chef de l'avocat arbitre que de l'avocat qui plaide dans cet arbitrage et qui va devoir s'habituer à avoir des procédures qui finalement ne sont décrites dans aucune loi particulière, ou alors les lois n'ont finalement que des dispositions supplétives. Donc la spécificité, elle vient, j'allais dire, d'une espèce de construction qui s'est faite, qui est un mélange de procédures continentales, les écrits, etc., et de procédures anglo-saxonnes. Mais alors, il faut encore savoir de quoi on parle, les auditions de témoins, examination directe, etc. Enfin, voilà un premier point de départ, mais j'aimerais bien qu'un relais soit pris sur ce plan. Peut-être Manu Gaillard. Merci. Oui, la spécificité du travail de l'avocat arbitre, certains d'entre vous savent ce qu'est l'arbitrage, d'autres pas, me dit-on. Donc, en un mot, au lieu de faire trancher ces litiges par le juge d'un État déterminé, les parties, non pas tellement, soyons francs, parce que c'est plus rapide et moins cher, parce que ça peut être assez long et coûteux, mais surtout parce que c'est neutre, les parties choisissent de s'adresser à un tribunal arbitral. Et c'est parce que c'est neutre, c'est parce qu'on participe à la procédure, parce qu'on participe à cette relation de confiance. On va choisir un arbitre qui n'est pas son arbitre, mais qui est un arbitre choisi. Le président va être choisi d'un commun accord sur des critères qui seront convenus par les parties. Donc il y a cette participation à la constitution du tribunal arbitral qui fait le succès de l'arbitrage. Je crois qu'aujourd'hui, dans les traités de droit anciens, on disait l'arbitrage, c'est bien parce que c'est rapide, c'est pas cher et ça maintient les bonnes relations entre les parties.
l'affaire Yukos à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure montre qu'on peut faire un grand arbitrage et avoir des relations qui ne sont pas spécialement celles que l'on présentait autrefois dans les traités de droit. Les bonnes relations entre Yukos et M. Poutine ne sont pas particulièrement améliorées, ni d'ailleurs détériorées par l'arbitrage. C'est assez indifférent. La sentence va être rendue prochainement, donc on verra si ça améliore ou pas les relations entre les parties. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. Ce qu'on veut, c'est un mode de règlement des différends dans lequel les parties jouent un rôle en choisissant les acteurs, en choisissant des gens en qui ils ont confiance, s'ils ne choisissent pas, en choisissant l'institution qui va les nommer et en participant à la configuration de la procédure. C'est une procédure qui peut emprunter à des traditions juridiques. On peut avoir devant des arbitres des interrogations de témoins, on peut avoir de la production de documents un peu à l'anglaise, pas à l'américaine parce qu'elle est probablement jugée trop intense. On a ces procédures qui sont empruntées à diverses traditions et qui font une procédure qui tend aujourd'hui à faire une procédure arbitrale un peu type, mais qui se développe, mais qui doit rester souple dans la mesure où les arbitres et les parties peuvent choisir d'importer des procédures. Elle peut les informer dans un délai. On peut dire l'arbitrage se déroulera en 6 mois. On peut dire tout ce qu'on fait par exemple en matière pétrolière et gazière, détermination du prix du gaz. On peut dire ce prix sera déterminé dans un délai de 6 mois maximum. On fait ce qu'on veut avec l'arbitrage. Alors la spécificité de l'avocat arbitre, c'est que lorsque l'avocat est arbitre, là on est un peu en configuration au tribunal arbitral, c'est à côté de nous, c'est un peu comme ça que ça se passe, avec le témoin qui serait ici, les plaideurs qui seraient de part et d'autre. Voilà comment ça se passe dans un lieu privé un peu comme ici. Il y a la question du public que vous évoquerez peut-être tout à l'heure. Donc la spécificité, c'est que quand on est dans cette position, même si on a un métier principal d'avocat ou de professeur, on est ce que la Cour de cassation française appelle un juge international. Donc on est le juge, l'arbitre aujourd'hui est le juge, j'allais dire le juge de droit commun, peut presque le juge le plus courant des affaires du commerce international. Et tout ça parce qu'on souhaite avoir un juge neutre qui n'est pas le juge national d'une partie. Chaque partie se méfie du juge de l'autre. La partie japonaise qui traite avec un Américain ne veut pas plaider aux États-Unis, la partie américaine ne veut pas plaider au Japon, et donc ils vont faire un arbitrage à Bruxelles ou à Paris ou à Londres. Et là, il y a une concurrence entre les places, et cette concurrence aujourd'hui est une concurrence législative. Chaque place veut avoir le droit de l'arbitrage le plus attractif. Je n'ai pas cité la Suisse, mes amis suisses vont en vouloir. Vous voyez, ces deux parties japonaises et américaines peuvent choisir à la fin d'une longue négociation et en quelques minutes, bon, alors on va dire arbitrage, allez... alors disons, puisqu'on est ici à Bruxelles et sous l'égide de la CCI, et voilà. Donc c'est comme ça que ça se passera. Chaque partie ensuite choisira son arbitre, un arbitre qu'elle appelle volontiers son arbitre, et puis on choisira un président et on plaidera dans ce contexte privé. Voilà comment ça se passe. Et alors le juge, l'arbitre, rend la justice. C'est une justice internationale, une justice commerciale, internationale, mais très internationale, puisque l'exemple que j'ai pris paraît très international, avec des parties de partout qui plaident encore dans un autre endroit. Et là, vous voyez, dans une affaire comme ça, on peut avoir des avocats anglais d'un côté, Sherman et Sterling de l'autre, ou un professeur de droit qui viendra plaider, ou bien, enfin, là, on peut avoir toutes les combinaisons possibles. Et ce qui est très intéressant, je dirais, c'est que sociologiquement, souvent, on plaide devant 3 arbitres d'origines différentes. Un italien, un arbitre qui est avocat belge et un 3e qui sera un avocat de New York. Alors il faut les convaincre. Peut-être le droit applicable sera, dans mon exemple, ils ont pu choisir le droit japonais, mais on plaidera en droit japonais. Il faut convaincre ces 3 personnes que le droit japonais dit ça. Et donc il faut entrer dans leur psychologie. C'est physiquement international, c'est de la psychologie comparée, même si le droit applicable est fixe. En général, ce n'est pas le droit tel qu'il est conçu par les juridictions locales de l'État en question. C'est un droit qui est filtré par des arbitres qui sont d'une origine sociologique différente. Donc c'est un exercice sociologiquement et psychologiquement assez intéressant, mais j'ai été trop... Peut-être Jean-Baptiste Racine. Oui, et je voudrais ajouter que pour les avocats, c'est presque un nouveau métier, oui, enfin un métier qui existe depuis plusieurs années.
En France, le droit de l'arbitrage est depuis 2011 une spécialité que peuvent revendiquer les avocats et afficher sur leur papier en tête. Donc c'est une vraie spécialité comme le droit des personnes, le droit pénal, etc., qu'ils peuvent donc faire valoir auprès de leur clientèle. Et c'est vrai qu'il y a de réelles spécificités au métier d'avocat lorsque l'avocat plaide dans une affaire d'arbitrage et encore plus dans un arbitrage international. Donc il y a vraiment un savoir-faire particulier, une compétence particulière à acquérir, que l'on n'apprend généralement pas à l'université, que l'on n'apprend généralement pas non plus dans les écoles professionnelles des barreaux. Il y a une autre spécificité qui fait que l'avocat spécialisé en arbitrage peut être conseil dans des affaires d'arbitrage, mais il peut être aussi arbitre. Et donc un avocat peut passer d'un rôle à un autre en étant des deux côtés de la barre, en étant ici en tant qu'avocat ou ici en tant qu'arbitre. Et j'insisterai ici sur la complémentarité entre ces deux rôles, dans la mesure où l'avocat qui fait de l'arbitrage est tantôt conseil, tantôt arbitre, et il a donc un savoir-faire global, et il pourra faire valoir le savoir-faire qu'il a dans les affaires d'arbitrage, tantôt en qualité de conseil, tantôt en qualité d'arbitre. Donc il y a une vraie complémentarité et les rôles sont pourtant très très différents. Le rôle de conseil, c'est celui d'un avocat classique qui est donc partial. En tout cas, s'il n'est pas partial, un avocat épouse les thèses de son client, il les fait valoir devant un tribunal. En revanche, un arbitre est impartial, est indépendant, et donc l'avocat qui devient arbitre doit vraiment changer complètement ses représentations mentales pour, en étant juge, être parfaitement neutre et indépendant et dire le droit, dire la justice. Et c'est tout à fait un autre rôle, un autre métier. Et on voit bien le changement de l'un à l'autre qui fait que c'est à la fois très complémentaire et très différent. Et la troisième chose, c'est, et on le verra tout à l'heure, ça crée des conflits. Bien sûr. Alors, gardez peut-être le micro, peut-être pour réagir directement là-dessus. Alors, on voit bien, il y a une question de l'indépendance de l'avocat. Par rapport quand il change de rôle, comment est-ce qu'on fait pour garantir cette indépendance? Comment est-ce que, en fait, quelles sont les règles déontologiques, quels sont les mécanismes éventuellement qui sont mis en place dans les cabinets? On parle souvent de Chinese wall ou de manière de régler le problème, des doubles casquettes, etc. Au fond, quels sont les mécanismes mis en place pour garantir cette indépendance de l'arbitre lorsqu'il s'agit d'un avocat? Alors, en quelques mots, pour lancer le débat qui est très vaste, hein, tout arbitre, qu'il soit avocat ou non par ailleurs, a une obligation d'indépendance et d'impartialité. Et aujourd'hui, ce qui s'est largement répandu dans le monde de l'arbitrage, et notamment en vertu des lois dans le domaine de l'arbitrage, c'est une obligation de révélation. Donc l'arbitre qui est désigné doit révéler toute circonstance de nature à éventuellement faire douter de son indépendance et de son impartialité par rapport aux parties et au conseil des parties. Donc un avocat a une obligation de révélation qui n'est, disons, pas plus stricte ni plus libérale que tout autre arbitre. Il doit révéler toutes les circonstances qui pourraient éventuellement faire suspecter son indépendance ou son impartialité. Le problème, c'est que l'avocat a des clients en tant qu'avocat. Et donc, si jamais son cabinet a des clients qui peuvent être liés par rapport aux parties qui sont dans l'arbitrage, il doit le révéler. Donc, il y a ici, dans les cabinets d'avocats qui ont une certaine importance, ce que l'on appelle des conflict checks, donc des vérifications de conflits d'intérêts avec des procédures internes où les avocats qui sont nommés arbitres vont vérifier ou faire vérifier s'il y a un éventuel conflit d'intérêts qui vient du fait que le cabinet conseille soit la partie qui a désigné tel arbitre dans cette affaire, soit toute partie d'une partie qui a désigné cet arbitre. Et c'est un vaste débat et on a eu une belle affaire en France avec l'affaire Technimont qui a fait beaucoup de bruit et on attend un deuxième arrêt de la Cour de cassation sur cette affaire en 2014 et on pourra peut-être en parler parce que c'est une affaire très révélatrice de ce genre de problème. D'accord. Oui, sur ce point, quand on parle de déontologie, il faut bien distinguer
C'est pas parce que l'avocat est arbitre que c'est la même déontologie. L'arbitre a des obligations. Alors, elles ne sont pas déontologiques au sens où il n'y a pas un ordre des arbitres pour les sanctionner, mais ce sont des règles de comportement, d'abord des règles morales, et puis des règles qui sont sanctionnées par les juridictions dans la mesure où on ne les respecte pas. Je crois que la base, pour faire très simple et pour prendre le début, de l'arbitre, c'est son indépendance et son impartialité. Ce sont les deux caractéristiques que la doctrine universelle retient. L'un un critère objectif, l'autre subjectif, peu importe. L'indépendance est d'ailleurs quelque chose d'un peu plus souple, parce que l'on pourrait parfaitement concevoir, et ça arrive, que des partis choisissent un arbitre qui n'est pas formellement indépendant, parce qu'il travaille dans tes droits, mais on fait pleinement néanmoins confiance à son impartialité, parce qu'il a la confiance, etc. Mais le tout, c'est que ce soit clair et que ce soit dit. L'impartialité, elle est évidemment indispensable. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que comme vous êtes dans une justice privée, mais volontaire, c'est tout de même la base, on parlera des investissements après, mais comme vous êtes dans un choix volontaire, en réalité, les critères de conflit pour les arbitres, et les arbitres internationaux, mais même nationaux, en Belgique, en France, sont beaucoup plus sévères que pour les juges. Si vous prenez les causes de récusation des juges, vous verrez d'ailleurs, prenons le code judiciaire belge, je prends cet exemple, qu'il y a des critères qui sont beaucoup moins généraux que pour les arbitres. Et pour les arbitres, on va fort loin, mais ça se comprend, parce que la confiance est là. Et donc un arbitre, il y a des cas qui ne sont pas simples. On arrive même à des caricatures parfois dans lesquelles tout d'un coup... imaginez par exemple que nous soyons adversaires ou que je doive plaider la semaine prochaine devant Emmanuel Gaillard ou Jean-Baptiste Racine. Est-ce qu'on doit aller dénoncer au parti le fait que nous avons participé ensemble à un colloque? Je crois que tout le monde dira non. Mais voilà, imaginons que nous ayons écrit ensemble 12 articles développant telle théorie. Enfin, vous voyez, là, il y a tout de tas de développements, on ne va pas entrer dans les détails, mais qui font que ce qui est important, je crois, c'est que la confiance règne, que l'on dise bien ce qu'il en est, que l'on disclose, que l'on dévoile ce qu'on doit dévoiler, quitte d'ailleurs éventuellement à ne pas violer le secret professionnel. S'il y a un conflit d'intérêt pour un client qu'on ne peut pas nommer, ben on dit que je ne peux pas accepter, c'est tout, on n'est pas obligé de dire pourquoi. Et alors, d'expérience, mais je soumets ça à mes voisins, dans le doute, quelle que soit l'envie d'avoir un arbitrage, il vaut en général mieux s'abstenir, parce que si vous entrez dans des circonstances troubles, vous allez en général au-devant d'ennuis. Emmanuel Gaillard, peut-être sur cette question-là, peut-être en abordant aussi la question du contentieux de l'investissement aussi. Est-ce que ça change quelque chose? Oui. Alors, oui. L'indépendance et l'impartialité, c'est le critère, et le devoir de révélation. L'obligation de révélation est plus large que l'impartialité, que l'indépendance. C'est le doute qui, dans l'esprit des parties, pourrait exister. Donc, si on a une circonstance, et c'est vrai que les circonstances, est-ce que le fait d'être allé à l'école maternelle ensemble, le fait d'avoir croisé dans un colloque, peut-être quitte à l'avoir oublié quelques semaines plus tard, le fait d'avoir certains liens professionnels, il ne faut pas exagérer, et les parties parfois essayent d'exploiter ces circonstances pour des fins tactiques. Bon. Mais c'est une obligation de révéler qui est assez large, qui existe, et ensuite les parties se prononcent. Donc soit les parties disent ça ne nous pose pas de problème, on le sait, et à ce moment-là, la question est purgée, et les parties ne pourraient pas ensuite dire ah ben il y avait cette circonstance. Donc c'est pour ça que l'obligation de révéler doit être assez large. C'est pour ça que, dans le doute, en tout cas au début de l'affaire, si une partie a une objection, il est de bon ton de se retirer. Alors la question devient plus difficile si on est à la veille d'une audience. Une audience qu'on a eu du mal, à trouver pour tout ce monde. 3 semaines d'audience, tout le monde est libre à la même date, et puis 8 jours avant, une partie dit mais j'ai appris que Georges Dalle et Emmanuel Gaillard et Jean-Baptiste Racine étaient dans un colloque ensemble, donc ils ne peuvent plus siéger ensemble, donc c'est un problème. Alors là, il ne faut pas non plus dire dans le doute on scelle, parce que là ce serait calé, ce serait donner une prime à la partie qui cherche des prétextes pour, par exemple, se débarrasser d'une date d'audience. Donc, c'est un exercice assez délicat. Et dans votre question, il y avait aussi celle de
dualité des fonctions, est-ce qu'on peut être un jour avocat, le lendemain arbitre? Les fonctions sont très différentes. Jean-Baptiste Racine l'a très bien dit, dans un cas on représente l'avocat advocare, et l'avocat présente la parole de son client. L'arbitre est un juge qui tranche. Alors, aujourd'hui, dans l'arbitrage investissement, puisque l'arbitrage investissement a pris une place importante dans l'arbitrage. Alors, pas aussi importante qu'on croit, mais plus transparente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde le droit de l'arbitrage ou la sociologie de l'arbitrage, on voit un petit peu d'arbitrage commercial, mais il y en a beaucoup, parce que la confidentialité reste grande dans l'arbitrage commercial, parce que souvent ce sont des parties qui sont partenaires commerciaux, qui ne veulent pas que leurs concurrents soient là à écouter leur petite misère, enfin leurs griefs respectifs. Si on détermine le prix du gaz, c'est un exemple que j'ai pris tout à l'heure, on ne veut pas bien entendu que les concurrents sachent comment on fixe le prix du gaz entre un grand fournisseur et un grand acheteur. Les concurrents, ça les intéresse pas, c'est même très confidentiel à leur égard. Donc il y a un souci de confidentialité. Donc on voit une partie seulement, on voit peut-être 10% des affaires commerciales, et 90%, c'est lorsqu'elles viennent devant les tribunaux qu'on les connaît ou parce que les parties les ont révélées. Et dans les affaires d'investissement, il y en a moins, mais on en connaît plus. Si on connaît 80% des affaires d'investissement existantes et 10% des affaires commerciales existantes, on a l'impression aujourd'hui que l'arbitrage investissement est plus important. Ce n'est pas le cas. L'arbitrage investissement reste moins important quantitativement, mais il est très important en droit, très important politiquement, parce que c'est un investisseur qui, sur la base d'un instrument, soit un contrat, soit un traité conclu entre les États de la nationalité de l'investisseur et de la nationalité de l'État d'accueil, soit un traité multilatéral comme le traité sur la charte de l'énergie, c'est un État qui est attaqué par un investisseur privé. Et donc c'est très intéressant sur le plan de la discussion juridique, puisque ce débat qui était celui des années 50 dans les facultés de droit, ou la question de savoir si un acteur privé pouvait se hisser au rang d'acteur du droit international pour traiter avec un État et soumettre ce contrat au droit international, c'était un grand débat, les dieux et les héros. Est-ce que le demi-dieu, qui est l'investisseur privé, peut se hisser au rang des dieux pour se dire « je suis sujet de droit international », qui a agité les facultés de droit dans les années 50 jusqu'à 70, a été dépassé par le fait que des traités de protection des investissements ont été conclus par des acteurs du droit international que sont les États, avec le droit donné à l'investisseur protégé, c'est réciproque, l'investisseur de chaque État, d'attaquer directement l'État. Donc la question des dieux et des héros a été dépassée. Voilà, ce sont des contentieux soumis au droit international. Alors sociologiquement, ces contentieux ont modifié la donne, puisque là on a des arbitrages entre des gens qui se découvrent au moment de l'arbitrage, puisque l'offre de l'État est une offre générale d'arbitrer. Elle est acceptée par l'investisseur. C'est une offre à une catégorie. Je suis l'Argentine, je signe un traité avec la France, je protège les investisseurs français dans leur ensemble. Mais je découvre un jour qu'un investisseur français qui correspond aux critères accepte cette offre d'arbitrer au moment où il va faire un arbitrage. Donc sociologiquement, c'est une situation différente. Ce ne sont pas des acteurs qui se connaissaient, qui ont choisi de recourir à l'arbitrage le jour où ils auront un différend. Ce sont un État, une offre générale d'arbitrage. Alors juridiquement, c'est la même chose. Il y a une offre, une acceptation, ça repose sur le consentement, mais sociologiquement, ce sont des acteurs qui n'avaient pas choisi d'être ensemble. D'où la difficulté, si vous voulez, on pourra aborder plus avant les difficultés que ça crée, mais ces différences sociologiques méritent d'être soulignées. Peut-être sur ce point-là, je gardez le micro peut-être une seconde, je bouscule un peu l'ordre des questions, mais dans l'arbitrage international d'investissement, on voit pour l'instant beaucoup de débats avec des États d'Amérique latine qui ont dénoncé ou qui ont dénoncé la Convention de New York, ou bien qui décident de ne plus soumettre leur litige à l'arbitrage d'une manière ou d'une autre, à ne pas respecter les arbitrages. On voit la Convention de Washington, oui. De Washington, pardon, oui. Créant le CIRDI. On voit aussi que pour l'instant, il y a un grand débat dans l'Union européenne dans le cadre de la signature future d'un potentiel accord de libre-échange, avec la question de savoir s'il faut soumettre éventuellement les différends à des arbitres, et avec une grosse question sur la légitimité de l'arbitre lorsque une des parties est un État, qui, même si elle ne se pose plus en droit, se pose quand même toujours encore dans l'opinion publique.
Quelle est votre réaction par rapport à ça en tant qu'arbitre, en l'occurrence, arbitre Alors international? sur la légitimité, je crois que la légitimité de l'arbitrage repose sur l'accord des parties, parce que l'accord des parties peut être dissocié. C'est l'État qui dit je suis l'Argentine, je vais protéger les investisseurs français, et il le dit à la France, et la France dit moi je vais protéger les investisseurs argentins. Bon, voilà. Donc ça repose quand même sur tout arbitrage, qu'il soit avec un État ou pas, qu'il soit d'investissement ou pas, repose sur le consentement. Mais après, c'est un choix politique. On peut dire je veux protéger. Pourquoi veut-on protéger? On veut protéger pour attirer, on veut protéger pour dire le niveau de protection juridique est garanti dans mon pays, il est garanti par mes tribunaux, certes, mais pour le cas où vous n'auriez pas confiance dans mes tribunaux, parce que c'est vrai que si l'investisseur étranger doit plaider devant les juridictions argentines qui sont un organe, si vous voulez, en droit international, de l'État, il n'y a pas la neutralité requise. Donc l'investisseur étranger, un organe qui a les qualités qu'il a suivant les pays, à qui on peut faire plus ou moins confiance, même à supposer même qu'on puisse faire confiance à toutes les juridictions du monde, l'investisseur plaider en terrain neutre. C'est l'idée de neutralité et de participation à la procédure dont je parlais tout à l'heure. Donc l'État a un intérêt qui est celui de monter le niveau de protection juridique, de rassurer. Bon, maintenant, on peut tout à fait dire, comme le Brésil le fait aujourd'hui, les États d'Amérique latine, on ne peut pas généraliser. Les États d'Amérique latine ont des politiques très diverses. Il y a des États qui concluent aujourd'hui des traités de protection des investissements et d'autres qui s'en retirent. Mais c'est une question de politique, on peut s'en retirer. Le Brésil aujourd'hui dit je n'ai pas besoin pour attirer les investisseurs de conclure des traités. Et le Brésil a d'autres atouts. Il a une stabilité politique, il a des ressources extraordinaires, ce qui fait que les investisseurs investissent quand même. Si c'est sa politique, moi je respecte tout à fait. Simplement, certains États se disent il faut qu'il y ait ce mécanisme neutre de règlement des différends pour rassurer les investisseurs. Et à ce moment-là, on ne peut pas à la fois le dire au moment où on veut avoir l'investissement et ensuite dire ah ben non, finalement l'arbitrage n'est pas légitime, ce n'est pas un bon mode de règlement des différends lorsque vient le contentieux. Ça, il faut respecter la parole donnée, mais le fondement est clair, c'est le contrat. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation de recourir à l'arbitrage. Alors après, politiquement, est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que c'est une bonne solution ou pas? Personnellement, je trouve que ces caractéristiques de l'arbitrage qui sont la participation à la procédure, le fait de pouvoir choisir un arbitre, le fait de pouvoir influencer le choix par une négociation, hein, le choix du président, le fait de pouvoir s'exprimer, de choisir non pas une procédure de type français, allemand ou américain, mais pouvoir avoir une procédure hybride qui emprunte aux différentes traditions juridiques, tout ça présente des avantages. Je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes c'était votre question, il y a beaucoup de fantasmes sur la neutralité de l'arbitre qui aurait des motifs secrets de donner raison à une partie à une autre, pour être à nouveau nommé ou pour faire plaisir à un client qui l'aurait par ailleurs. C'est de l'ordre du fantasme, parce que la publicité, la transparence règle ça. Finalement, le marché se rend compte de ce qui se passe. Si un arbitre commençait à dire n'importe quoi pour faire plaisir à un autre client que les parties qui sont représentées dans l'instance arbitrale, ça finirait par se savoir. D'ailleurs, les juridictions étatiques sont là pour sanctionner les abus. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de critiques qui sont de l'ordre du fantasme, mais on pourra en parler si vous souhaitez. Peut-être, Georges Albert. Non, mais simplement, tout à fait. Je crois, ne focalisons pas trop sur l'arbitrage d'investissement, qui reste quelque chose de bien spécifique. Et alors là, il y a des problèmes de publicité, comme les États sont mêlés, etc. Mais il ne reste pas moins qu'à l'origine, c'est un choix. Et alors, je crois que sur les sujets que nous abordons, on n'en a pas dit un mot, mais quelque part, il faudrait le placer. Il y a les arbitrages ad hoc et les arbitrages institutionnels. Je crois que ça, c'est très important. L'arbitrage ad hoc, c'est celui qui est le fait des parties, qui détermine entre elles, qui compose un tribunal arbitral, à la limite avec l'aide de celui qu'on appelle le juge d'appui, le juge national qui vient désigner un président si on ne se met pas d'accord sur le président. Mais vous avez alors... Mais celles-là, en principe, ces procédures, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas parce que le but, c'est justement qu'elles soient... On parlera de la confidentialité peut-être, mais enfin, un des buts traditionnels des partis
Et puis, il n'y a pas de statistiques. Vous êtes nommé, vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas de publicité. Ça se passe à un bureau fermé. Bon, il y a parfois des dépôts de sentence, etc. Et de toute façon, il n'y aura pratiquement jamais de publication, sauf l'accord des deux parties. Par contre, vous avez les arbitrages institutionnels qui ont pris une importance très grande. Ce serait trop long de développer tout ça, mais enfin, on a déjà cité la CCI à Paris, etc. Et là, à l'intérieur de ces organismes, vous avez la création de toute une série, d'abord d'une administration qui veille, qui agrée la désignation des arbitres, qui statue sur leur récusation, donc qui fait sortir du domaine judiciaire public et qui règle toujours sur une base contractuelle, parce que vous avez adopté volontairement. Et donc ça, je crois que c'est assez important de parler de l'arbitrage institutionnel, parce qu'il a joué un grand rôle. Une réaction de... Moi, je voulais ajouter une chose sur l'arbitrage d'investissement. Pour asseoir la légitimité de l'arbitrage d'investissement qui fait l'objet de certaines critiques aujourd'hui, des critiques largement infondées, mais auxquelles il faut néanmoins répondre pour légitimer le processus, on utilise la transparence. Et on veut donc rendre plus transparentes les procédures d'arbitrage en matière d'investissement. Et j'en veux pour preuve le règlement sur la transparence des procédures d'arbitrage dans le domaine des investissements qui émane de la CNUTSI, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, qui va entrer en vigueur le 1er avril 2014, donc dans 10 jours. C'est un règlement non obligatoire, c'est de la soft law, mais qui vise à introduire des règles de transparence pour rendre publique la procédure, pour rendre publiques les informations relatives à cette procédure, pour rendre publiques les audiences, pour appeler, j'ai vu que c'était l'une de vos questions, la possibilité de mémoire d'amici curiae, etc., etc. Donc la réponse en termes de légitimation ou de légitimité, c'est la transparence. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, si elle est suffisante, etc. Mais en tout cas, c'est la réponse qui est utilisée. Et on voit bien ici la césure avec l'arbitrage commercial international classique, où là, justement, on est dans la confidentialité. Et c'est l'un des avantages les plus forts de l'arbitrage entre entreprises, c'est la confidentialité. Donc on voit bien ici deux types d'arbitrage qui évoluent de manière totalement différente sur ce point, avec l'un qui va vers beaucoup plus de transparence et l'autre qui demeure très très largement confidentiel, et c'est l'un des atouts de l'arbitrage en la matière. Alors, peut-être une question très... moi, je n'avais pas besoin. Voilà, privilégié. Une question, vraiment, alors là, sous base de votre expérience, vous en avez déjà dit un mot, professeur Gaillard, un tribunal arbitral, alors, ça réunit des gens qui peuvent venir de n'importe où, ici de traditions juridiques complètement différentes. Comment est-ce que, à un moment donné, par exemple, les arbitres parviennent à s'entendre? Est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce que ça implique des spécificités dans les débats que vous avez pour trouver la solution à un litige? D'avoir d'un côté quelqu'un qui vient, par exemple, du système japonais, puis de l'autre côté un anglais et un français. Comment est-ce qu'à un moment donné, il y a un accord qui peut se trouver avec des traditions juridiques qui sont quand même parfois très différentes? C'est juste, et c'est ce qui rend l'arbitrage passionnant. C'est-à-dire, c'est plus du droit comparé, c'est de la psychologie judiciaire comparée. Là, il faut avoir fréquenté les arbitres venant de divers milieux pour se dire qu'un Anglais sera peut-être plus sensible à un argument de nature textuelle, alors qu'un Américain, et on aurait tort de penser que le monde de common law est un monde unique et que aujourd'hui la division du monde, c'est common law, civil law. C'est vrai à certains égards, mais à bien des égards, c'est une division passée. Un arbitre américain sera peut-être plus sensible à la logique commerciale de l'argument. Donc ce genre de sensibilité fait que des arbitres appliquant le même droit auront peut-être une approche de la preuve, une approche du contrat différente. Et donc le fait d'avoir cette familiarité avec et le plaisir de siéger avec des gens de très bonne qualité de différents pays, de différentes cultures, et le plaisir de l'arbitrage. Alors ensuite, quand il faut se mettre d'accord dans un tribunal arbitral, on voit que ça donne une... Si vous voulez, je crois que ce que fait ce caractère
multiculturelle et multinationale des tribunaux arbitraux, c'est que finalement on donne de l'importance au contrat et ça vient gommer ce qui dans un système juridique peut être très particulier, parfois quelque chose d'exceptionnel, de bizarre, qui va peut-être être renversé par la Cour de cassation 3 ans plus tard, mais qui aujourd'hui est une bizarrerie de tel ou tel droit. Et donc le fait de parler à des collègues de différents pays qui vous disent mais chez nous c'est pas comme ça, fait relativiser un peu certaines choses. Et alors que si le tribunal est composé de 3 personnes de la même nationalité, peut-être que les particularismes vont jouer un rôle beaucoup plus important. Donc ça, ce caractère bigarré dans le bon sens, c'est l'éloge de la bâtardise, j'allais dire arbitral, c'était éloge du multiculturalisme est une clé de l'arbitrage et ça a pour effet finalement de mettre plus d'importance sur ce que les parties ont réellement voulu, sur le contrat, sur les usages du commerce international. La plupart des règlements d'arbitrage disent que les parties les arbitres doivent tenir compte des usages du commerce international. Donc c'est vraiment une justice internationale qui s'éloigne un petit peu des particularismes locaux. Et ça, sur le plan sociologique, c'est très intéressant. C'est une décision qui a été prise très tôt au début du XXe siècle par la CCI quand la Chambre de commerce international a décidé qu'elle n'aimait pas les tribunaux qu'elle appelle monochromes. C'est-à-dire qu'on ne privilégie pas, et ça c'est un choix politique, on ne privilégie pas 3 Français un jour, 3 Anglais le lendemain, 3 Allemands le surlendemain. On préfère mélanger les cultures. Et ce choix-là est un choix qui a conduit à l'application de découvrir des règles transnationales qui sont comprises. Voilà. Donc c'est la composition des tribunaux arbitraux qui a eu une influence sur le fond du droit, à mon avis. Et donc voilà, comment se passent les délibérés en s'éduquant sur ce que font les autres et en relativisant peut-être ce qu'on fait soi-même. Alors que si on est trop national, on a toujours fait ça et on pense que c'est vrai. On finit par penser que ce qu'on a toujours appliqué, c'est vrai. Donc la solution qu'on a apprise sur les bancs de l'école, ou de l'université, qu'on a ensuite appliquée, on croit qu'elle est forcément la seule possible, alors que ça relativise. Voilà. Alors, les États qui, eux, ont privilégié une approche monochrome des tribunaux arbitraux, ce qui a été le cas de l'Angleterre jusqu'à une époque récente, les institutions anglaises, la London Court of International Arbitration a changé d'avis, donc maintenant ça rejoint cette idée de bigarrer les tribunaux arbitraux, mais tant que l'idéologie dominante était on ne peut appliquer le droit anglais que si on est anglais, alors ça donnait une prime au particularisme et aux débats locaux. Vous voyez ? Donc c'est là, voilà. Oui, mais tout à fait dans ce sens-là. Je crois que le grand choix, c'est pas tellement entre la nationalité, c'est d'avoir des bons arbitres. Et donc, plutôt que des mauvais. Non, mais je suis désolé de revenir parce que si vous prenez des gens de qualité, ils trouveront. D'abord, vous avez des tribunaux arbitraux. Bon, la catégorie normale, c'est 3. Il y a la fameuse règle de l'imparité. Si vous prenez le code judiciaire, puisque nous sommes ici devant des étudiants en droit, vous verrez que le nombre d'arbitres doit être impair et que si jamais il y en a 2, on doit nommer, ou 4, il faut nommer le président ou le 5e. Ce n'est pas une règle de droit international, ce n'est pas une règle d'ordre public international. J'ai eu l'extrême honneur, ce n'est pas le meilleur souvenir de la CCI en son temps de siéger dans un... Nous étions 4. Mais c'était une règle. Le défunt professeur Goldman avait fait une magnifique consultation disant que c'était possible en droit international, en ordre public international. Et vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Mais il y a des pays, ça a très bien marché d'abord parce qu'on a décidé à l'unanimité, mais on aurait pu ne pas être d'accord, mais le président avait voix prépondérante, c'est tout. Donc, à supposer même qu'il y ait eu 2, s'il y avait 3 contre 1, et que le président était le 4e, il s'inclinait. Et si c'était 2 contre 2, eh bien la voix du président, en fait, ça s'est très bien passé. Et il y avait un problème de représentation interne entre les partis qui justifiait cette... Vous pouvez aussi avoir l'arbitre unique. L'arbitre unique, c'est pour les petits litiges. J'ai toujours trouvé que c'était un petit problème parce qu'en général, vous verrez ça dans votre carrière, quand vous sortirez, vous voudrez faire un arbitrage, on va commencer par vous nommer dans un petit arbitrage et donc on va vous nommer arbitre unique. Ce qui est, pour un débutant, très embarrassant, parce qu'en général, vous êtes en présence de plaideurs qui ont en général le double de votre âge, ou à peu près. Et puis, la position de l'arbitre unique, la collégialité a quelque chose de très important. Mais donc, je crois qu'il faut que les arbitres soient bons, et on ne doit pas trop se faire d'illusions.
vous savez, je ne sais pas, mais je crois que mes deux voisins, j'espère, diront la même chose, mais combien de litiges posent-ils des problèmes en droit par rapport aux problèmes purement factuels? Alors, si vous êtes dans la construction d'une cimenterie au Qatar et qu'il y a eu 11 mois de retard, ben, il faut savoir à qui le retard est imputable et si elle est bien construite ou mal construite. Et après ça, vous pouvez mettre le droit... En plus, ils avaient choisi le droit suisse, ces gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'il pouvait y avoir dedans. Mais non, c'est comme ça que... Oui, oui, parce que c'est comme ça que se font les choix. On vous choisit une loi qu'on ne connaît pas, après coup, parce qu'au moment où tout le monde a négocié le contrat, il s'agit de le signer. Et on ne va plus se battre pour une clause arbitrale. Donc on vous choisit le droit suisse. Et finalement, on nous a pondu des dizaines de pages sur le droit suisse dont nous allons dire que ça n'a aucune importance, puisque c'est le contrat qu'il faut appliquer, et que le contrat est détaillé. Mais donc je pense vraiment que, enfin, de l'expérience que j'ai eue, enfin, je n'ai pas beaucoup de souvenirs dans lesquels il a fallu voter. Au niveau et de si on ne arbitral. veut pas décourager les étudiants ici, il faut dire aussi qu'il peut y avoir quand même des questions de droit de temps à autre. Par exemple, dans ce contrat-là, il peut y avoir une clause limitative de responsabilité. Absolument. Dont la validité peut être contestée. Elle peut être valable suivant un droit, pas valable dans l'autre. À ce moment-là, on revoit. Non, mais je caricature un peu. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de questions de fait. Mais il y a, ou de droits qui sont réglés dans le contrat. Voilà. Mais donc, je pense vraiment que l'ambiance, l'atmosphère doit être de confiance. Il y a un problème qui est parfois plus délicat et qui dépend alors très fort du choix du président. C'est lorsque vous avez deux co-arbitres, si je puis dire, à géométrie variable. Et je veux être tout à fait clair, vous avez des gens qui sont à ce point objectifs qu'au milieu de l'arbitrage, ils ne savent même plus qui les a nommés, et je ne plaisante pas, ils ne savent plus, ils statuent. Et vous en avez d'autres qui, tout à fait sympathiques et brillants, mais ont toujours une tendance tout de même à trouver que la partie qu'il a désignée n'a pas nécessairement tort, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, je crois que le président doit quelque peu balancer, c'est à lui à sentir cela. Alors, merci. Jean-Baptiste Racine, peut-être, juste avant, on va revenir sans doute sur ce point-là, mais juste avant ça, sur cette question de la délibération ou la confrontation entre des juristes de traditions différentes, qui doivent parfois appliquer un droit dans lequel eux-mêmes ne sont pas formés. C'est quoi votre expérience dans l'expérience pratique que vous avez pu avoir? Oui, déjà, il y a une première chose, c'est que l'anglais est une langue universelle et c'est la langue de l'arbitrage international. Donc la très grande majorité des arbitrages internationaux se tiennent en anglais, et ce qui permet à un arbitre japonais, un arbitre colombien et un arbitre suisse de parler la même langue. Et puis il y a aussi ce que vous citez, Joshua Carton, les travaux de Joshua Carton, qui parlent d'une même culture, la même culture des arbitres, qui est une culture fondée sur l'internationalisme et le cosmopolitisme. Donc il y a quand même l'adhésion des arbitres à une culture du multiculturalisme, du dialogue des cultures juridiques. Donc il y a quand même un langage commun. Par ailleurs, il y a aussi le fait que les arbitres internationaux sont généralement de très très bons juristes, des juristes plutôt de haut niveau, des grands avocats, des grands magistrats, des professeurs de droit renommés. Et donc, le dialogue se fait sur la base de ce qu'un collègue à moi appelle de la haute pratique. Donc, le langage est facile à trouver, en fait, je pense. D'autant plus que les problèmes sont récurrents. Ce sont généralement des problèmes de droit des contrats. Dans le domaine des contrats internationaux, effectivement, on voit des contrats qui donnent lieu à des contentieux assez répétitifs. Donc, ça donne lieu à des problèmes assez récurrents. Et un droit transnational, depuis de nombreuses années, se met en place. Il existe. Et il permet, sur le terrain du fond du droit, d'avoir un langage commun. Ce qui, pour moi, et je ne suis pas le seul à penser cela, crée une véritable jurisprudence arbitrale. Donc il y a un dialogue au sein du tribunal, il y a un délibéré entre trois personnes, mais ce délibéré-là n'est pas complètement coupé du reste. C'est-à-dire qu'un arbitrage est relié à un système, à une jurisprudence, et ça permet ainsi aux arbitres d'être en quelque sorte, entre guillemets, connectés entre eux. Alors, pour rebondir là-dessus, il y a deux dimensions dans ce que vous dites là, sur lesquelles je pense que sera intéressant de vous entendre. Il y a d'une part cette question de, au fond, les arbitres internationaux,
forme qui est parfois présenté comme une critique, parfois pas, vous ne le présentez pas comme ça, qui forme quelque part un club, ça a été dénoncé par certaines études sociologiques, une sorte de club des arbitres internationaux, qui constitue, plus ou moins consciemment et pour le meilleur ou pour le pire, l'avant-garde éclairée d'un droit transnational en formation. Basé non pas sur un droit particulier, mais basé sur une communauté de pratiques, de langage, de culture cosmopolite, etc. Est-ce que ce club existe? Comment peut-on y entrer? Non, ça je plaisante. Est-ce que ce club existe? Et estimez-vous que les arbitres contribuent, ce faisant, puisqu'ils partagent cette même culture, etc., à l'uniformisation du droit? Je viendrai après sur la question plus juridique, mais ça, je pense, c'est une question qui est importante et qui est beaucoup débattue avec quelques livres qui sortent récemment sur ces débats-là. Oui, en quelques mots. Alors, il y a plusieurs termes qui sont utilisés. Le terme de club que vous avez mentionné, le terme très péjoratif de mafia, et le terme qui est, à mon avis, le plus vrai, de celui de communauté. L'arbitrage n'est pas une mafia. L'arbitrage ne donne pas lieu à un club parce que dans l'idée de club, on a l'impression d'un club fermé, alors que le monde de l'arbitrage est beaucoup plus ouvert qu'on ne pense. Et c'est plutôt une communauté de personnes qui participent plus ou moins régulièrement à des arbitrages parce que il y a des arbitres professionnels entre guillemets qui font énormément d'arbitrage et puis des arbitres plus occasionnels qui en font quelques-uns. Donc c'est vraiment une communauté très variée de personnes qui font de l'arbitrage. Donc il y a une communauté effectivement avec un certain nombre de savoir-faire, d'expérience. Effectivement, il y a aussi des réseaux académiques qui relaient cela. Voilà, il y a une communauté, c'est vrai. Et cette communauté-là, elle est structurante. Elle permet justement d'asseoir un véritable système de justice que l'on nomme ordre juridique arbitral ou autrement. Mais pour moi, l'arbitrage n'est pas une justice au coup par coup, tribunaux arbitral par tribunal arbitral. C'est vraiment une justice systémique. C'est un système de justice qui existe et qui permet de produire effectivement une forme de droit transnational. Non, sur ces questions, et vraiment sur ces questions aussi du club, est-ce que tout le monde se connaît? Même si c'est une communauté, est-ce que tout le monde se connaît? Est-ce qu'il y a des endroits où on se fréquente? Qu'est-ce qu'il en est? Non, je crois que ce qui vient d'être dit est tout à fait exact. Le problème, il y a évidemment des endroits où on se rencontre, évidemment. Ce qui est de plus curieux, d'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est que tous ces colloques d'arbitres nationaux ou internationaux, en Belgique c'est le CEPANI, je vais en dire un mot, vous m'excuserez de faire un tout petit peu de publicité pour cet organisme dans notre pays, c'est que les gens qui sont là et qui parlent de l'arbitrage sont ceux qui en font et qui viennent écouter les autres qui en font aussi. Bon, mais ça, je crois que c'est un peu dans toutes les spécialités. Vous savez, cette idée de club, je crois que communauté est plus exact, c'est toujours la même chose. Quand on en est, on trouve qu'on est assez nombreux, et quand on n'en est pas, on voudrait y entrer. Hein, c'est normal. Je crois qu'il faut résister aux tentations des numerus clausus, etc. Et ça n'est pas la politique. Si vous prenez de grandes associations, je prends l'ASA en Suisse, le CEPANI, eh bien, il y a l'ASA 40, le CEPANI 40 et d'autres qui sont pour former des arbitres. Il y a des organisations de Young Arbitrators, etc. C'est pour les faire entrer. Ça n'est pas très simple parce qu'il n'y a rien à faire. Une des premières choses qu'on vous demandera lors de la désignation, c'est l'expérience. Et évidemment, choisir un arbitre qui est un pur génie, mais qui n'a jamais fait ça et donc qui n'a aucune référence, donc vous voyez le problème. C'est un peu comme ça pour beaucoup de clientèle. Mais enfin, en matière arbitrale, c'est un tout petit peu plus vrai aussi. Mais maintenant, se connaît-on? Pas tous, mais enfin, quand même un grand nombre. Je ne sais pas qui, dans 15 jours, sera à Miami au congrès de l'ACCA, mais peut-être mes deux voisins, on se retrouvera là. Et s'ils n'y sont pas, on se retrouvera ailleurs. Mais ça, c'est ce qui a créé, justement, cette communauté. Mais je crois qu'il faut dire, me semble-t-il, qu'elle est ouverte. Oui, tout en étant complètement d'accord et sans répéter tout ce qui vient d'être dit par mes voisins, puisque je souscris, deux observations plus de détail. D'abord, la communauté est plus importante qu'on croit. Et on insiste volontiers, surtout dans les critiques anti-système qui existent aujourd'hui, puisqu'il y a une politisation en matière d'arbitrage et investissement
qui s'adresse à l'arbitrage en général, mais qui est le né de l'arbitrage investissement. On prend les exemples dans lesquels les gens siégeaient ensemble, regardaient un tel à siéger avec un tel ou une telle très fréquemment. Mais c'est montrer une partie du système. Personne ne s'intéresse aux centaines d'affaires dans lesquelles 3 personnes ont siégé une fois et puis ensuite ne siégeront pas. Si on veut donner des statistiques, il faut aussi donner des statistiques de gens qui ne se retrouvent pas. Combien de fois un arbitre, c'est aussi une question, c'est la question inverse, combien de fois un arbitre a siégé avec 2 collègues sans jamais les retrouver dans un autre arbitrage. Il faudrait le faire aussi, donc pour avoir une vision plus complète. Deuxièmement, Georges Dalle l'a dit tout à l'heure, c'est vrai aussi qu'il y a un conservatisme des partis. Et ce conservatisme des partis, les institutions arbitrales essayent de lutter à son encontre. Les institutions arbitrales essayent de nommer des gens plus jeunes, essayent de nommer des gens qui ne sont moins nommés, le brillant avocat de 40 ans, le jeune agrégé de droit, pour une affaire de moindre importance que celle qui brasse des centaines de millions, on va dire, je voudrais nommer quelqu'un de plus jeune. Mais c'est vrai que souvent les parties, elles, résistent. Et la première question est, d'accord, mais combien d'arbitrages à cette personne que vous trouvez formidable a fait 2, 3, ah non, mais pour mon affaire, c'est pas bien. Et tel autre, une centaine. Ça, c'est bien. Donc voilà, les parties vont nommer déjà des gens confirmés et ensuite vont se mettre d'accord. Et quand les arbitres se mettent d'accord pour choisir le président, si on leur a confié cette tâche, c'est les noms qui sont connus des 2 qui vont émerger. Et même si chacun des 2 a des candidats nouveaux potentiels, ces candidats nouveaux n'étant pas connus de l'autre, vont pas être choisis. Alors les institutions tendent à faire, et aujourd'hui je sais que c'est une préoccupation, vous avez parlé du CEPANI, une préoccupation de la CCI, une préoccupation de la plupart des institutions arbitrales, de nommer des gens nouveaux, mais ce sont les partis, dans 80% environ, je ne sais pas si mes statistiques sont très à jour, mais on estime à 80%, la CCI a ses statistiques à jour, mais on estime à 80% le nombre de cas dans lesquels les partis ont choisi de nommer le président d'un commun accord ou de confier cette tâche aux arbitres. Donc ne laisse pas l'institution le faire. Donc si vous voulez, ce conservatisme qui est réel, il faut que ce club n'est pas limité. Tout le monde a envie qu'il soit plus large. Mais alors parfois ce sont les partis qui veulent beaucoup d'expérience, donc il faut nuancer un peu le propos quand on a un aspect critique. C'est un sujet qui est réel, mais qui est aussi en train d'être traité parce qu'il y a aussi des affaires plus petites où on peut nommer un arbitre plus jeune, qui sera d'ailleurs, c'est souvent un très bon choix, je m'empresse de le dire, parce que peut-être que pour une affaire moyenne, un arbitre plus jeune qui le prendra très à cœur, qui va beaucoup travailler, sera un bon choix, alors que celui dont c'est la 25e affaire, peut-être la considérera comme la plus petite de ses affaires et lui attachera moins d'intérêt. Donc les choix, il faut le savoir, il faut savoir donner la chance à des gens nouveaux, mais c'est un peu une responsabilité collective du monde de l'arbitrage que de le faire. Alors, conserver peut-être le micro. Sur l'autre aspect, l'autre volet de la question, c'est le droit transnational, évidemment. Et donc, la question, là, je vais la poser de manière un peu plus détaillée. C'est donc l'arbitre international dispose en fait d'un large choix, en tout cas si les parties ne se sont pas mis d'accord, dans le droit applicable au fond du litige, dans le droit applicable à la procédure arbitrale. Alors, dans le silence des parties, l'arbitre prête attention à quoi, au fond? Aux règles de l'ordre juridique du siège de l'arbitrage? Est-ce qu'il prête plutôt attention à l'ordre ou aux ordres juridiques d'exécution de la sentence à intervenir? Ou est-ce que plutôt il essaye de dégager lui-même, alors en raison de la nature des choses, des nécessités de la pratique, les règles les plus adaptées? Alors je connais évidemment votre position là-dessus, mais quel est votre sentiment et comment fonder votre position, non pas d'un point de vue doctrinal général, mais en tant vraiment que défendez-vous la thèse que vous défendez? Alors sur la question, j'insiste sur le fait que votre question parle de la situation dans laquelle les partis n'ont pas fait de choix. Dans de très nombreux cas, la plupart des cas, les partis ont fait un choix
Et même ceux qui croient à l'existence de règles transnationales, il n'y a pas que les droits nationaux. Le droit, aujourd'hui, on le sait, n'est pas créé que par les États. Il y a les mécanismes de création du droit sont complexes. Mais lorsque les partis ont fait un choix, même ceux qui croient à l'existence de ces règles transnationales s'attachent à respecter ce choix. Bon. Donc ça, même si le fait qu'on discute le droit en question devant des gens de peut-être 3 nationalités différentes, fait qu'on prendra peut-être un peu plus de recul avec la raison d'être de la règle, on l'examinera, mais au fond, la tâche des arbitres est d'appliquer la volonté des partis, y compris dans leur choix. Donc là, je crois qu'il ne faut pas penser que ceux qui ont une vision transnationale vont ignorer le choix des partis. Bon, cette précision étant faite, lorsqu'il n'y a pas de choix, vous avez plusieurs méthodes. Vous avez une méthode conflictuelle classique, consiste à dire je vais appliquer une règle de conflit, une règle disant sur un critère quel est le droit applicable. Alors la difficulté en arbitrage, c'est que les arbitres n'ayant pas de fort, ils n'ont pas non plus de règle de conflit du fort. Et donc il n'y a pas de règle de choix du droit applicable qui s'impose à l'évidence. Alors est-ce qu'on prend les règles je reprends mon exemple de tout à l'heure, un exemple international. Vous pouvez mettre n'importe quel exemple international. Est-ce qu'on va appliquer les règles de conflit japonaises, américaines ou celles du siège? Celles du siège n'ont pas de légitimité en réalité. Les parties ont choisi Paris où elles auraient pu choisir Londres. Ça s'est fait en 5 minutes à la fin de la négociation. On s'est dit il faut un lieu neutre. Donc on peut choisir Paris, on peut choisir Bruxelles. Bon, ce sont des choix. Et faire dépendre le choix du droit applicable de cet accident de négociation me paraît donner une importance trop grande. Donc en réalité, tout ce que disent ceux qui croient à l'existence de ces règles transnationales, c'est que on peut choisir soit un droit déterminé, soit un droit et celui qui est commun aux parties, peut-être qu'il peut y avoir des principes communs aux 2 traditions juridiques des parties en cause, soit un droit qui est un droit, celui des principes généraux. Mais je vois que les monolocalisateurs sont en train de saboter cette réunion en coupant la lumière, donc je vais m'arrêter et passer la parole à mes petits camarades. Non, non, mais ce sont des questions, c'est impossible de développer ça. Lisez des tas d'ouvrages, dont les aspects philosophiques qui en parlent. Mais, ayez bien à l'esprit qu'il y a 2 problèmes différents. Il y a le choix du droit du fond et le choix du droit de la procédure. Alors, le choix du droit du fond, la plupart du temps, est réglé. Encore que parfois, il est fait au petit bonheur la chance, mais il est réglé. Dans l'exemple que je vous ai donné, ces gens qui n'ont rien de suisse ont choisi le droit suisse parce que Suisse, ça fait neutre. Et alors, en général, quand on dit droit suisse, il faut encore voir, hein, parce que quand vous êtes dans un pays cantonal, mais enfin, bon, ici, ça va. Et donc, ce choix s'est fait un peu au hasard pour ne pas prendre la loi des 2 pays, ce qui est absurde, mais ils l'ont choisi. Et alors, le deuxième aspect, c'est le choix du droit de la procédure. Et je crois que c'était une partie de la question. Est-ce que l'arbitre, ou bien les parties choisissent et disent que ce sera le droit suisse, mais le siège est à Bruxelles et ce sera la procédure du code judiciaire à titre supplétif, étant bien entendu que dans l'arbitrage, le grand avantage, c'est que l'on peut aménager, soit d'accord des parties, soit les arbitres eux-mêmes, et qui ne sont tenus que par des règles d'ordre public. Et alors, les règles de l'ordre public international, c'est l'équité, le respect du contradictoire ou des choses comme ça, et tout le reste, on peut l'aménager. Mais malgré tout, l'arbitre qui doit statuer là-dessus, et qui a envie de faire un travail utile, donc d'être sûr que sa sentence va être exécutée, et si elle n'est pas exécutée volontairement, sera soumise soit à un juge de l'annulation, soit à un juge de l'exéquatur pour veiller à son exécution, fera tout de même attention pour éviter des accidents à la jurisprudence du pays. Alors de quel pays? Si c'est le pays du juge de l'annulation, c'est celui du siège de l'arbitrage. Et vous pouvez avoir des dispositions d'ordre public dans un pays qui font qu'une sentence pourrait être annulée pour des motifs qu'on n'imagine pas dans un pays voisin, même d'ordre public international, puisque l'ordre public international, il est l'ordre public international d'un pays, dans la conception classique.
Ou alors c'est le choix du pays de l'exéquature, ce qui est beaucoup plus aléatoire parce que vous ne pouvez pas nécessairement deviner. Et alors vous avez tous les problèmes. Est-ce qu'on peut exéquaturer une sentence déjà annulée, etc. Enfin là, il y a un véritable régal, mais qui est au fond le régal de tous les échecs de l'arbitrage, c'est-à-dire d'un arbitrage qui n'est pas exécuté volontairement avec les difficultés que ça représente. Tout ça est assez complexe et il faut se retrouver dans cet ensemble. Avec peut-être en ouverture sur cette question de l'ordre, de la contravention de l'ordre public, parce que Oui, c'est exactement, en fait, c'est le même problème. Une fois qu'on a dit qu'il y a des règles de droit transnational qu'on peut appliquer en l'absence de choix des parties, vous avez travaillé spécifiquement sur cette question, on peut aussi appliquer un ordre public transnational. Donc, quel est le rôle de créateur de droit, en fait, de l'arbitre La question de l'ordre public transnational est très débattue au sein de la communauté scientifique et de la communauté arbitrale. Un jour, en discutant, un avocat qui n'était pas français, arbitre par ailleurs, m'a parlé du thème, de la conception française de l'ordre public transnational. Donc pour lui, l'ordre public transnational était en fait le reflet d'une pensée française, qui est quand même très contradictoire, puisque par définition, l'ordre public transnational est transnational. En fait, je pense qu'il existe un ordre public transnational, et ce n'est pas une pensée subjective dans la mesure où on a quand même des sentences qui y font référence en matière de prohibition de la corruption, en matière de l'aptitude à compromettre de l'État, et on pourrait trouver d'autres exemples. Je pense que l'ordre public transnational existe, et c'est une manifestation du droit transnational en ce qu'il est d'ordre public. Donc c'est la partie impérative, on va dire, pour parler simplement, du droit transnational tel qu'il existe. Ceci dit, je considère que l'ordre public transnational n'a pas encore acquis la place qu'il devrait. Et qu'on gagnerait à en développer l'usage, et notamment dans le contentieux de l'investissement, on pourrait imaginer de plus grandes utilisations de l'ordre public transnational, notamment dans ses rapports avec les droits de l'homme, puisqu'il y a de nombreuses potentialités en la matière. Dans certains arbitrages d'investissement, c'est posé, mais c'est posé un peu trop à la marge, et les arbitres ne se sont pas vraiment prononcés sur cette question, mais c'est posé la question du droit à l'eau en tant que droit fondamental de l'être humain dans des affaires qui mettaient en jeu des contrats de distribution de l'eau. Donc on voit poindre ici un enjeu considérable dans certains types d'arbitrage, qui est la rencontre entre le droit commercial international, le droit des investissements internationaux et les droits de l'homme. Et les arbitres, pour autant qu'ils sont des juges privés, doivent néanmoins se prononcer et devront se prononcer sur ce lien entre le droit des contrats, le droit du commerce, le droit des investissements d'une part, et les droits de l'homme, qui font, à mon avis, partie pleine et entière de l'ordre public transnational. Sur un plan, l'arbitrage, comme beaucoup de disciplines, aujourd'hui nous invite à réfléchir sur ce qu'est le droit et ce qu'est un système juridique. Et Host et de Kerkhove doivent être ici salués en Belgique, puisqu'ils ont quand même mis en valeur le fait, de manière très convaincante, qu'on ne peut plus raisonner à laquelle scène. Un droit, c'est pas une pyramide avec une norme fondamentale dont on ignore du reste la légitimité et l'existence, qu'il faut supposer d'origine divine si on croit en Dieu, ou d'origine mystérieuse si on n'y croit pas, qu'on n'arrive pas à justifier autrement que par la nécessité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des ordres juridiques, il y a des ordres juridiques divers, il y a l'ordre juridique communautaire, il y a des ordres juridiques nationaux, mais c'est jamais qu'une notion. Ceux qui disent « mais qu'est-ce que c'est que votre ordre juridique ? Est-ce que l'arbitrage est un ordre juridique ?» Il faut d'abord comprendre ce qu'est un ordre juridique. C'est une représentation mentale. La notion d'État, si on fait un peu d'histoire, on toujours existé. Pourtant, l'État, on sait ce que c'est. Il y a une frontière, il y a des képis, on comprend bien ce que c'est qu'un État. Mais la notion d'État, c'est une représentation mentale. Il y a une nation, c'est une représentation mentale. Si on accepte cette idée qu'il y a des représentations mentales d'ensemble cohérent de règles qui ont des principes, des exceptions, une logique interne, des organes qui ont des sources,
alors on peut comprendre que l'arbitrage aujourd'hui, et d'ailleurs à mon avis il faudrait être aveugle pour ne pas le voir, que l'arbitrage aujourd'hui est organisé de cette manière, qu'on peut y voir un ordre juridique arbitral. C'est peut-être une représentation extrêmement abstraite, mais c'est une manière abstraite d'appréhender une réalité et cet ordre juridique. Mais là, il ne faut pas penser que du coup, dès qu'on parle d'arbitrage, on est dans cet ordre juridique. Il y a toujours les ordres juridiques étatiques qui vont avoir la problématique de la réception de la sentence. La sentence est générée dans cet ordre juridique arbitral et elle est reçue ou non dans tel ou tel ordre juridique étatique. Aujourd'hui, disons du point de vue de la théorie générale du droit, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des ordres juridiques étatiques, il y a l'ordre juridique communautaire, il y a l'ordre juridique arbitral peut-être, où cet ensemble structuré de normes d'origine étatique, puisque les États jouent un rôle fondamental au sein des organisations internationales, notamment la CNUTSI qui a été évoquée tout à l'heure, dans la création de ces normes. Et donc vous avez tout un ensemble de normes d'origines diverses qui interagissent. Et c'est un exemple magnifique de ce que Host et de Kerkhove ont montré, c'est-à-dire cette interaction entre des normes d'origines différentes que l'on peut voir comme des ordres juridiques s'interpénétrant. Mais cela dit, on n'est pas obligé de voir la pratique arbitrale comme ça. La plupart des affaires sont des affaires dans lesquelles on se demande si l'usine fonctionnait, si l'usine était aux spécifications techniques, si le contrat doit s'appliquer, peut-être si telle ou telle clause est valable ou non au regard de tel ou tel droit. Et très souvent, le droit est choisi par les parties. Et donc, les questions ne se posent pas. Simplement, on l'applique de manière un peu plus internationale que si on était dans un tribunal de commerce local. Mais voilà ce que c'est que l'arbitrage. Donc, là, il ne faut pas confondre. Je crois qu'il est important de dire que le fait de comprendre l'arbitrage comme ça ne veut pas dire qu'au quotidien, on va l'appliquer que comme ça. Et quand on sera confronté à la question de savoir si la turbine fonctionnait ou ne fonctionnait pas, on va dire, quand on dit l'ordre public, l'ordre juridique international de l'arbitrage, ordre juridique autonome dont je suis l'organe, et en tant qu'organe, qu'est-ce que je vais dire sur la turbine qui ne fonctionne pas? Ça, c'est le fait que l'on réfléchisse dans les universités ne veut pas dire qu'on n'agisse pas en tant qu'arbitre ou en tant qu'avocat en appliquant des normes qui finalement sont beaucoup moins mystérieuses et peut-être plus banales, moins intéressantes que l'on croit. Mais c'est ça la pratique arbitrale aussi. Oui. En une phrase, simplement pour donner un exemple, parce que je ne voudrais pas faire croire que je viens avec des conceptions dépassées, etc. Tout le monde. Non, mais parce que c'est vrai, quand j'ai parlé d'ordre public international vu d'un pays, c'est parce que il existe. Et que donc que la communauté arbitrale dégage des normes dégagées de tout lien national, c'est certain. Mais à un moment donné, il y a un juge de l'annulation qui, lui, va dire, moi, j'applique mon ordre public international. C'est ça le danger. Et qui aura des réflexes. Le seul exemple que je peux donner, c'est le tribunal fédéral suisse qui a décidé que les règles de la concurrence, les articles 80, 82, traité de Rome, etc., n'étaient pas d'ordre public international suisse. Tandis qu'il y a beaucoup de chances que si on arrive dans un pays des communautés, on pourrait dire le contraire. Voilà, c'est l'application. Et donc l'arbitre qui, étant dans sa communauté internationale, va se sentir beaucoup plus libre, puisque finalement les parties ont choisi tel siège ou tel autre, elles auraient pu en changer, va quand même quelque part être attentif à ce qu'on pourrait décider dans le pays d'annulation ou d'exécution, c'est tout. Dernière question avant d'ouvrir à la salle. On a évoqué tout à l'heure la question des amicus curiae. Le fait que, alors essentiellement dans le droit de l'investissement, mais aussi à l'organe de règlement différent de l'OMC, etc., on voit se développer l'autorisation qui est donnée à des tiers au litige à exprimer leur position, leur point de vue. Il y a des ONG qui interviennent, qui déposent des amicus curiae devant les juridictions arbitrales, devant certaines juridictions arbitrales. Alors, est-ce que ces tiers intervenants à l'instance, est-ce que ça change, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ce type de situation, mais est-ce que ces tiers intervenants à l'instance, ça change la nature, quelque part, de ce juge privé qu'est l'arbitre? Et est-ce que ça change sa fonction? Est-ce que ça change la manière dont il va rendre la justice?
peut-être... Je vais passer, je crois que la réponse est non, me semble-t-il, mais je voudrais quand même, avant de passer la parole à mes deux voisins, simplement insister encore une fois, ne partons pas, non pas de l'exception, mais enfin de l'investissement par rapport à l'arbitrage commercial international que je qualifierais de normal. Enfin, l'autre n'est pas anormal, comprenez bien ce que je veux dire, et dans lequel ça se pose de façon tout à fait différente. Ça se pose de façon différente parce qu'on a pu aussi choisir les arbitres en raison de leurs connaissances spécifiques, non seulement juridiques, mais éventuellement autres, qui fait qu'ils pourront se débrouiller en quelque sorte par eux-mêmes. Parce que dans le tribunal arbitral, vous avez des gens qui savent dépioter un bilan à l'envers et à l'endroit, ou qui savent ce que c'est qu'un retard dans la construction, des documents de chantier, etc. Mais dans ce cas-là, vous pouvez en avoir aussi, notamment lorsqu'il s'agit de l'application d'un droit tiers qu'aucun des trois arbitres ne pratique. Vous avez des témoignages qui portent sur l'application du droit. Mais donc, ça n'est pas tout à fait... Et alors, je repasse maintenant le micro, parce que ça, on est vraiment dans le domaine OMC, investissement, etc., quelque chose de plus particulier, et qui d'ailleurs, n'est-ce pas, justifie d'autant plus que l'on applique des règles de transparence que les pouvoirs publics, qui sont volontairement mêlés. Alors, effectivement, la question est pertinente, spécialement, même quasiment exclusivement dans le domaine des investissements. Alors, dans le domaine des investissements, très favorable à la transparence, publication des sentences, publication de là où on en est dans la procédure, et il y a aujourd'hui les travaux de la CNUTSI qui sont tout récents et qui ont fait un pas important en faveur de la transparence. Alors après, il y a la question de la participation des tiers, que l'on puisse faire une place à des tiers dans la procédure. Simplement, il faut, je dirais, les deux maîtres mots sont encadrement et absence de naïveté. Parce que l'encadrement, ces tiers vont créer du travail aux parties, créer du travail au tribunal arbitral. C'est quand même les parties qui vont en supporter la charge financière. Donc il ne faut pas, pour le plaisir des organisations non gouvernementales, qu'on ouvre les portes et qu'on passe des mois à discuter, que les parties soient invitées à répondre et que les procédures soient beaucoup plus lourdes et donc beaucoup plus chères. Il faut encadrer cela. Si c'est fait dans des cas qu'ils méritent avec une procédure adaptée, ça peut être complètement justifié. Mais ça me mène à ma deuxième observation, qui est celle de l'absence de naïveté. Bien entendu, ces tiers peuvent être manipulés, peuvent être choisis habilement. Les parties peuvent être tentées de provoquer des réactions dites spontanées des organisations non gouvernementales, défense de ceci ou de cela. Et donc, il faut de la part des arbitres, mais même de la part des parties, et je dirais, si possible, de la part du public ou même du Parlement européen et de la Commission, ne pas avoir trop de naïveté. Il peut y avoir des intérêts personnels, des intérêts de différentes parties qui souhaitent trouver une tribune, qui souhaitent obtenir des subventions, qui souhaitent avoir tel ou tel rôle dans la société. Ça peut exister, ça ne veut pas dire que le principe soit mauvais, le principe doit être accepté, le principe doit être encadré, et si c'est dans des proportions raisonnables, ça peut ouvrir l'arbitrage, et finalement ça peut être assez intéressant pour un tribunal arbitral que d'avoir le point de vue d'une association ou le point de vue de techniciens, de tiers non intéressés ou intéressés par l'intérêt général, dès lors que ça n'est pas, ça n'entraîne pas des débordements. Est-ce que ça change le point de vue de l'arbitre? Est-ce que ça change le point de vue de l'arbitre? Moi, je pense que ce qui change le point de vue de l'arbitre, c'est la transparence. Donc, c'est pas la participation des tiers, parce que le fait qu'un tiers intervienne, le tiers pourrait être soumis comme témoin par une partie. Donc, ça change pas vraiment le fait qu'il intervienne spontanément. J'ai par exemple pu interroger en cross-examination la commission intervenant comme tiers intéressé dans des affaires d'investissement, la Commission européenne. Ça ne change pas beaucoup d'avoir la Commission européenne qui intervient pour soutenir un point de vue ou d'avoir un expert de droit disant voilà ce que dit le droit européen. C'est un peu plus d'autorité, de légitimité, mais ça fait partie du processus arbitral. Et les arbitres sont aussi intéressés par l'expert, le professeur de droit, l'expert, la Commission européenne. Les arbitres sont intéressés par tout le monde. Je dirais que ça ne change pas la nature des choses. Ce qui a changé la nature des choses, c'est la transparence. Parce que c'est vrai que la transparence, on est arbitre, je suis intervenu comme arbitre dans des affaires NAFTA,
on a tendance à relire les lettres, il y a moins de fautes de frappe. S'il y a une faute de... Ça part immédiatement sur le site des États concernés. Il faut en donner une version, d'ailleurs, ce qui est important pour que ça soit puisse être traduit enfin, transposé en braille. Et donc, il y a des critères particuliers qui sont donnés. Mais on sait que la moindre lettre, le moindre courrier dans les procédures nord-américaines, pas dans toutes les procédures d'investissement, mais ça, c'est par exemple NAFTA qui a poussé l'ALENA, a poussé la transparence à son degré extrême, tout est publié. Et donc c'est vrai que on va relire sa lettre pour éviter qu'il y ait une faute de frappe qui fera mauvais effet sur le site américain. Donc finalement, c'est pas une mauvaise chose, je dirais. C'est la transparence qui a changé le rôle des arbitres. Alors, en revanche, il y a aussi là les faits, il y a du bon et du mauvais. La transparence a flatté le narcissisme arbitral. Et il est vrai que, du coup, du fait de la transparence, les arbitres ont parfois tendance à allonger les sentences et à faire des digressions sur des points qu'ils voudraient porter à la connaissance du public. Et on ne peut pas ignorer ce phénomène du narcissisme arbitral. Donc ça, c'est le coût de la transparence. Je pense que ce coût sera réglé par l'abondance des sentences, parce que dans l'abondance, s'il y a une sentence, on va la lire en détail. S'il y en a 1000, on les lira moins. Et le problème du narcissisme arbitral se réglera tout seul par l'élargissement du club dont vous parliez tout à l'heure. Peut-être votre réaction sur oui, ce point-là là aussi, très rapidement, l'amicus curiae, c'est une forme de démocratisation procédurale. Donc on démocratise les procédures par l'intervention de tiers qui ne sont pas directement intéressés par le litige et qui estiment que leur point de vue doit être entendu. Je ne suis pas sûr que ça influence concrètement la décision du tribunal, au fond, encore que cela puisse dépendre des affaires et des tribunaux. C'est plus une légitimation formelle par l'ouverture de la procédure à des tiers sur des questions d'intérêt général. Et ce qui est intéressant, c'est que précisément dans le domaine des arbitrages d'investissement, on voit quand même émerger la conscience d'une forme d'intérêt général mondial qui est relayée par des associations, des ONG. Alors, ça n'évacue pas les risques d'instrumentalisation, de surcoût et d'inutilité éventuelle de la production de mémoire, mais on peut voir raisonnablement dans ce mouvement un progrès par le fait que l'on associe à des procédures des tiers qui vont faire valoir un point de vue qui n'est pas un point de vue directement intéressé, on va dire, mais qui est un point de vue qui reflète un intérêt global, un intérêt général globalisé. Voilà. Bien, je vous remercie beaucoup. Donc, je vous propose maintenant peut-être de prendre quelques questions dans la salle.